Je vais essayer de vous donner un regard un petit peu différent sur la leptospirose, au moins à une partie de vous. Je suis très content d'avoir deux chairman qui savent mieux que moi de quoi on parle sur le plan médical, parce que je ne vais pas vous parler de médecine. Donc pourquoi c'est intéressant de parler de la leptospirose ? La leptospirose, c'est une maladie qu'on considère zoonotique, donc commune à l'homme et à l'animal, avec une distribution principalement tropicale, circumtropicale. Et voilà, ça donne l'occasion d'avoir des articles qui, pour une fois, ne mettent pas la légende sur la Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie est présente sur cette planisphère. Et vous voyez qu'elle est dans une gamme de couleurs plutôt élevée. Au niveau mondial, c'est un peu plus d'1 million de cas par an. Ça ne parle pas beaucoup, 1 million de cas par an, mais c'est un cas toutes les 30 secondes. Donc comme je ne vais pas parler très longtemps, ça ne va pas faire beaucoup, mais il y aura plusieurs cas qui seront nouveaux quand j'aurai fini de vous en parler. Et presque 60 000 cas, 60 000 décès annuels, et donc un décès toutes les 9 minutes. Donc voilà, avec la leptospirose, on est les champions. Donc c'est pas souvent qu'on est les champions en Océanie, et on est sur le podium. À quel endroit on est sur le podium ? On est sur la plus haute marche du podium, et vous voyez que sur ce graphique en histogramme à droite, qui représente la morbidité en nombre de cas par 100 000 habitants, l'Océanie, que j'ai représentée en jaune, à contour rouge, a une marge d'avance absolument colossale. Et le modèle dont sont issues ces données est un modèle de spatialisation de la leptospirose au niveau mondial. Et un des éléments importants qui contribuent au modèle, c'est le caractère insulaire et tropical. Donc les îles tropicales sont particulièrement concernées par la leptospirose. En Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'il en est ? On a en Nouvelle-Calédonie entre 30 et 50 cas par 100 000 habitants chaque année. C'est à peu près la même chose qu'on a en Polynésie française, avec une variété en Polynésie française entre moins de 10 et 80 aux îles sous le vent, ou si on considère plus les archipels, les atolls. À Wallis et Futuna, on est largement distancé. En fait, on n'est pas distancé par Wallis, qui a plutôt moins de leptospirose que chez nous. Mais Futuna a de loin le record du monde, avec plus de 1000 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire presque un Futunien sur 100 qui attrape la leptospirose chaque année. C'est juste un chiffre énorme. La Réunion, la Guadeloupe, donc toutes ces îles tropicales ont des incidences de leptospirose assez élevées. Les pays tropicaux, les pays tempérés, et j'ai pris l'exemple de la France métropolitaine, ont une incidence de l'ordre de 0,5 à 1 cas pour 100 000 habitants par an. Donc on voit bien que le caractère tropical est important. En Nouvelle-Calédonie, on a des cas, donc c'est une figure que j'ai empruntée au site internet de la DAS. On a des cas tous les ans et on a des décès tous les ans. On a eu encore 4 décès cette année, l'année n'est pas finie. On a également, comme ce que je mentionnais pour la Polynésie française ou pour Wallis et Futuna, une forte variabilité spatiale dans l'incidence, avec des zones où on n'a quasiment pas de leptospirose et des zones où il y a beaucoup de leptospirose. Donc je pense que vous connaissez tous au moins la partie supérieure de cette illustration du cycle épidémiologique de la leptospirose. Donc ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, c'est que le rat fait pipi sur les gens, ou le rat fait pipi dans l'eau et on attrape la leptospirose dans l'eau. En réalité, tous les mammifères sont capables d'héberger des leptospires de façon symptomatique ou très souvent non symptomatique et d'excréter des leptospires. On travaille en ce moment un petit peu sur les roussettes, qui sont des mammifères indigènes, les premiers mammifères qui existaient avant les humains en Calédonie. Et on trouve dans les roussettes de Nouvelle-Calédonie des souches de leptospires tout à fait originales. Chaque mammifère est un réservoir potentiel de leptospires. En réalité, ce qui se passe énormément, c'est donc un grand nombre de réservoirs animaux mammifères, une grande diversité de souches de leptospires, et un rôle absolument central de l'environnement sur lequel je vais revenir. Dans certains écosystèmes, je mentionnais tout à l'heure Futuna, le schéma est beaucoup plus simple et en fait on n'a qu'à Futuna 2 souches de leptospires. La souche, celle que vous connaissez probablement, qui s'appelle Ictérohémorrhagiae, qui est portée par le rat, qui est assez abondante, il y a des grosses populations de rats.
et une souche qui s'appelle Australis, pardon, qui est portée par le cochon et qui est également en quantité importante. J'ai eu l'occasion de travailler récemment sur les données de Futuna. Le rôle des cochons est très largement supérieur au rôle des rats dans la leptospirose à Futuna, en tout cas en ce moment. On a ces deux épidémiologies parallèles. Le point commun, c'est des leptospires pathogènes qui sont excrétés dans l'environnement et les humains qui s'infectent dans cet environnement. Donc à quoi ça ressemble ce réservoir animal? Ça c'est une photo en Indonésie. Des fois on a des rats un peu plus près que ce qu'on voudrait de la vie parce qu'on leur donne à manger. Ici c'est des offrandes religieuses, mais des fois nos offrandes à nous c'est juste les ordures. Donc la gestion des déchets, des nourritures tout à fait naturelles comme une végétation riche. On arrête d'exploiter les cocoteraies, mais les rats ils se gênent pas pour continuer à exploiter les cocoteraies. Des pratiques d'élevage, des pratiques d'agriculture avec une assez forte densité ou une proximité entre les animaux d'élevage et les humains. Cet environnement, en quoi on peut s'y intéresser? Il y a un caractère très important du climat. On sait que les cas de leptospirose humaine sont importants après les fortes pluies, en cas de contact avec les eaux, et je vais revenir assez largement sur l'environnement. Et l'humain, dans toute cette histoire, il y a des questions d'habitude de vie, donc on parle beaucoup de marche pieds nus, mais il y a aussi des expositions de loisirs, ou des expositions tout à fait contraintes dans le cas des inondations, et ce contact avec le réservoir, l'environnement, l'eau et la boue. Donc comme je vous l'ai dit, je vais passer extrêmement rapidement là-dessus, et je répondrai à aucune question, je laisserai par exemple à Marc le soin de répondre. On avait travaillé un petit peu sur la sévérité des cas de leptospirose calédonien en réanimation. Un seul élément que je ne vais pas décrire la clinique, un seul élément qu'on avait trouvé dans cette étude avec Marc, c'est que le délai bénéfique des antibiotiques entre les premiers symptômes et l'augmentation du risque, c'est de l'ordre de 2 à moins de 3 jours. Donc le message qu'on fait passer dans les endroits où il y a beaucoup de leptospirose, quand c'est la saison de la leptospirose, c'est consulter rapidement en cas de fièvre. Juste les portes d'entrée, puisque sans parler de clinique quand même, comment on s'infecte, les portes d'entrée, c'est les plaies, principalement, c'est vraiment le rôle le plus important, la porte d'entrée la plus importante. Et il y a cette étude qui a été faite en Thaïlande avec une cohorte de patients qui avaient été exposés où il y avait eu des cas de leptospirose. Et très nettement, il y avait un facteur de risque multiplié par 4 chez les personnes qui avaient au moins 2 plaies. Dans cette cohorte, je vais y revenir un petit peu, vous voyez qu'il y a une proportion assez importante de cas non symptomatiques, hein, presque 2 tiers. Voilà. Une autre porte d'entrée de la leptospirose, c'est les muqueuses. Et il y a cette cohorte avec des triathlètes dans l'Illinois qui est assez intéressante, où en fait on a montré que c'était les nageurs qui avaient de l'eau dans la bouche pendant l'épreuve de natation qui avaient un risque augmenté 2 fois d'avoir une leptospirose. Je reviens sur ces notions de porte d'entrée parce qu'il y a un très bel article qui a été publié par des collègues récemment où ils ont investigué un petit peu ces portes d'entrée dans un modèle animal pour mieux l'objectiver. Donc sur ce graphique, sur le graphique du haut, qui est sur un modèle hamster, grosso modo dans la leptospirose, nous sommes des hamsters. C'est un modèle sensible, très sensible, qui fait des formes très proches de l'humain. Vous avez en ordonnée la dose et en abscisse la probabilité d'infection. Le trait noir, c'est un trait de référence où on infecte les hamsters par voie intrapéritonéale. Et le trait bleu, c'est la voie conjonctivale, donc, qui est considérée comme la voie muqueuse, ou si on a les yeux ouverts dans l'eau ou de l'eau dans la bouche. Et vous voyez que si on fait des abrasions de la peau, on a la courbe bleue en pointillé, celle de gauche. Il y avait un pointeur. Si, voilà. Ça correspond à juste des abrasions de la peau. Donc vous voyez que pour la leptospirose, des lésions de la peau, c'est quasiment une porte d'entrée, comme si on injectait directement en intrapéritonéal. Sur un modèle rat, qui est peut-être un petit peu moins pertinent dans ce cas-là,
puisque les rats sont résistants, donc ils ne vont pas faire de maladie. C'est même quasiment la seule voie par laquelle on peut infecter de façon efficace des rats. Alors j'ai mentionné un petit peu des cas de leptospirose asymptomatique, et je voulais juste vous parler rapidement de cet article qui a été publié par des Brésiliens, qui ont étudié une population d'un bidonville de Salvador de Bahia, et dans laquelle ils sont allés en fin de saison sèche faire des prises de sang chez tous les habitants. Ils sont revenus après la saison des pluies faire des prises de sang chez tous les habitants. Et ils ont eu 191 séroconversions, donc 191 personnes s'étaient infectées par la leptospirose. Un seul avait nécessité une prise en charge médicale. Donc quand on dit est-ce qu'il y a des leptospiroses asymptomatiques, plus ou moins symptomatiques, oui, il y a une énorme proportion de gens qui font des leptospiroses sans le savoir, alors soit asymptomatiques, soit paucisymptomatiques et qui ne nécessitent pas une prise en charge médicale. Donc je vais revenir sur cette histoire du cycle de la leptospirose et pour vous dire un petit peu sur quoi on travaille nous en ce moment. Et on s'est vraiment focalisé depuis 2-3 ans sur les leptospires dans l'environnement, puisqu'en fait leur présence dans l'environnement conditionne la grande majorité des infections humaines. Juste illustré ici avec 2 photos prises à Futuna pour illustrer ce que peuvent être des environnements propices en Océanie. Vous avez donc un parc à cochons. Les cochons sont donc un des réservoirs de la souche australis, qui est impliqué dans beaucoup de cas. Et sur la photo de droite, sous le parc à cochons, vous voyez, il y a les terriers, les entrées des terriers des rats. Et que font les humains ? Les humains, ils donnent des granulés pour nourrir les cochons. Que font les cochons ? Ils dispersent le granulé, ils en mangent, ils en gaspillent. Que font les rats ? Ils mangent le granulé. Donc les humains élèvent les cochons, élèvent les rats, élèvent les leptos. Qu'est-ce qu'il y a juste en dessous sur la photo de droite ? La pente est vers nous. Juste en dessous, il y a le caniveau, généreusement arrosé, et les jardins potagers, les tarots, les cultures. L'ensemble des productions alimentaires dans lesquelles on vient travailler pieds nus. C'est un élément assez important, en fait, ce rôle des cochons, il est assez caractéristique en Océanie. On montre que les cochons sont responsables d'au moins autant de cas de leptospirose que les rats. Alors à Futuna, en ce moment, c'est plus que les rats. Quand on a travaillé avec Fidji, c'est pratiquement la moitié des cas qui sont liés aux cochons. On a eu des échantillons du Vanuatu, c'est à peu près équivalent aussi, et c'est un rôle très important des cochons dans la lepto en Océanie. En Nouvelle-Calédonie, on a travaillé sur des expositions environnementales, puisqu'on voulait s'intéresser à la leptospirose dans l'environnement. Et on a travaillé sur ces 4 petits criques là, qui étaient assez sympas. Alors, les photos ne sont pas forcément magnifiques, mais c'est des endroits où en fait, on aurait envie de se baigner si on y va. Et effectivement, les gens s'étaient baignés. Et on a trouvé dans ces environnements où les gens avaient attrapé la leptospirose, la souche qui avait infecté ces gens, vivante 9 semaines après l'épisode d'infection. Donc on confirme un petit peu avec cette étude que effectivement les leptospires survivent longtemps dans l'environnement où les hommes sont exposés. On s'est dit si les leptos ils sont toujours là et qu'ils sont vivants, on doit pouvoir les cultiver. Donc on y est allé, on a prélevé, on a mesuré, on a mis en culture, on a effectivement isolé énormément de leptospires, on les a montrés aussi en biologie moléculaire. Ensuite, ces nombreux leptospires qu'on avait isolés, on a voulu les caractériser pour dire où elle est ma souche infectante. On n'a absolument pas trouvé notre leptospira interrogans qui avait rendu les humains malades. Et par contre, on a trouvé 12 nouvelles espèces de leptospires. Ça nous a donné l'occasion de nommer Leptospira neocaledonica. Excusez-moi. Pardon. Alors sur cet arbre phylogénétique, vous avez en fait, je ne sais pas comment sont les couleurs pour vous, en haut en rouge, un cluster qui regroupe les souches pathogènes, celles qui sont responsables de maladies, chez l'homme ou chez l'animal. Au milieu, normalement, c'est du vert, enfin c'est du jaune, un
un groupe de souches qui sont parfois impliquées dans des maladies, mais en général des maladies très peu significatives. Et en bas, en vert, ce sont des souches des espèces purement environnementales. Il y a une équipe qui s'est intéressée un petit peu, après cette description d'un plus grand nombre d'espèces, à faire de l'horloge moléculaire et à voir quel âge ils ont, ces leptospires. Ils ont fait de l'horloge moléculaire, incluant ces 12 nouvelles espèces. Et donc l'ancêtre des leptospires, du genre Leptospira, il a 2000 millions d'années, donc en fait 2 milliards d'années. L'ancêtre des leptospires pathogènes, il a entre 200 et 250 millions d'années. À titre de comparaison, les ancêtres des mammifères ont entre 200 et 250 millions d'années, donc effectivement, il y a une certaine cohérence probablement évolutive, qui sont qu'à l'apparition des mammifères, une petite partie des leptospires se sont spécialisés dans finalement un nouvel écosystème dans lequel ils pouvaient se développer. Les ancêtres des humains, juste pour comparer, ils ont entre 2,5 et 7 millions d'années, donc ils sont beaucoup, beaucoup plus tôt. Alors, j'oublie toutes les dates, donc c'est pour ça que je les note sur les diapos, je suis très nul en chiffres. Pourquoi je vous dis ça? Le message principal, c'est pour les leptospires, leur métier, leur histoire de vie, c'est pas d'infecter des gens, c'est pas d'infecter des animaux, c'est pas d'infecter des mammifères. Il y a une toute petite proportion de ces leptospires qui se sont spécialisés là-dedans, il y en a qui le font un petit peu trop bien, quoi. On a continué parce qu'on s'est dit, mais on va finir par le retrouver, notre Leptospira interrogans. Et puis en fait, non. Quand on culture, on n'arrive pas à réisoler ce Leptospira interrogans. Au niveau moléculaire, on montre qu'il est là, on montre qu'il est vivant, mais on n'arrive pas à le réisoler. Par contre, on a retrouvé 6 nouvelles autres espèces de Leptospira. Donc ça nous a donné l'occasion de décrire Leptospira kanakiensis, puisqu'il fallait quand même avoir un destin commun et avoir 2 drapeaux de lepto. Et puis, dans ce travail, on s'est associé un petit peu avec des gens de Malaisie, d'Algérie, de France, de Mayotte et d'ailleurs. Et donc maintenant, on est à 64 espèces de leptospires. La fête n'est pas finie, on en a encore plusieurs qui sont partis en génome complet. C'est pas très important, ça devient un petit peu une sorte de collection qui n'a plus beaucoup de sens. Mais en fait, si on regarde sur ces 64 espèces, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais, il n'y en a que 14 qui sont capables d'infecter des humains. Tout ça pour dire qu'en fait, l'histoire qu'on s'est construite un petit peu dans notre tête, c'est que les leptospires, leur lieu de vie, c'est les sols. Ils sont excrétés par des animaux, des mammifères réservoirs dans les sols. Ils vont survivre dans ces sols, et jusque-là, tout va bien. Un jour, il pleut, et ces sols, ils vont être lessivés, ils vont se retrouver dans l'eau, et là, il y a un problème, et c'est à ce moment-là qu'on va s'affecter. Ok, mais si ça doit réellement se passer comme ça, il va falloir que nos leptospires ils survivent dans les sols. Comment des bactéries qui sont fragiles, qui ne se pourrulent pas, survivent dans des sols? Donc là, on a fait un travail qu'on a publié récemment avec Roman Thibault, qui est jeune chercheur dans mon unité, et on a montré que les leptospires faisaient un biofilm absolument très très original, très spécialisé, qui rend plutôt la bactérie moins virulente, mais qui la rend capable de survivre à des agressions environnementales absolument inattendues. Les leptospires sous forme de biofilm survivent dans l'eau de mer. C'est une sorte de dogme que les leptospires ne survivent pas dans l'eau de mer depuis des décennies. Sous forme de biofilm, ils le peuvent. Résistent aux UV. Les leptospires, quand on veut les tuer, en général, on prend des UV. Résistent à la tétracycline. On traite à la tétracycline quand on ne traite pas à l'amoxicilline. Donc ce mécanisme de biofilm est absolument fascinant et finalement comble un des éléments de la survie des leptospires dans l'environnement. On a également fait d'autres travaux pour mieux comprendre en quoi consistent les mécanismes de survie ou les critères, les paramètres des sols ou des eaux qui permettent la survie des leptospires dans l'environnement. Et je ne vois pas Émilie, elle n'est pas là. Comme ça évitera qu'elle me gronde. Elle présente sa thèse, le 8, et elle pourra vous parler de ça si ça vous intéresse. Merci.